Tarder, donc Pierre-Grégoire Guinaud, merci Pierre, va nous parler du choc vasoplégique en chirurgie cardiaque. Merci, monsieur. Bonjour. Alors, qualité de vie, symposium, et ça devrait fonctionner. Hop. Bonjour tout le monde. Et je travaille sur Dijon. J'aime beaucoup les vasopresseurs et on va discuter du choc vasoplégique. Je commence toujours par une petite simplification qui m'a permis de comprendre que finalement la vie est dynamique et il y a un dynamisme qui s'articule autour d'un cœur qui fournit un débit et que ce débit sanguin va distribuer par les vaisseaux aux organes. Et finalement, il y a une relation qu'on connaît tous, c'est-à-dire que le débit cardiaque multiplié par la résistance, c'est égal à peu près ce qui rentre moins ce qui sort. Et finalement, quand on parle de choc vasoplégique, quelle définition donner au choc vasoplégique? On va commencer par là. On ne va pas rentrer dans les définitions complexes, parce qu'en pratique clinique, c'est difficile. Finalement, c'est un patient qui est hypotendu, avec un débit conservé ou augmenté, du fait d'une altération de la charge artérielle malgré les mécanismes adaptatifs. Et pour comprendre un peu cette vasoplégie, il faut aller se remémorer un peu comment fonctionne le tonus vasomoteur, qui, à l'état de base, est un équilibre en fait entre des voies vasoconstrictrices et des voies vasodilatatrices. Sur le plan de la voie vasoconstrictrice, en fait, l'objectif, c'est toujours d'augmenter le calcium intracytoplasmique pour phosphoryler, alors que finalement, la voie vasodilatatrice, elle, va jouer par la voie du GMP cyclique. En vasopresseur connu, nous avons la noradrénaline, qui va agir sur le récepteur alpha, l'angiotensine, sur le récepteur angiotensine 1, la vasopressine, sur le récepteur V1A. On a des mécanismes de régulation donc extrinsèques avec les catécholamines et les vasopresseurs non catécholaminiques et régulation intrinsèque. Il y a aussi une régulation au niveau même du potentiel de membrane qui peut influer ce tonus vasomoteur et qui explique un peu des choses que nous observons en pratique clinique. Il faut savoir donc, comme je l'ai dit, que l'objectif de la vasoconstriction, c'est d'augmenter ce calcium intracytoplasmique, mais il y a aussi une compensation avec une hyperpolarisation qui peut entraîner en fait la fermeture de ces canaux calciques et donc une résistance clinique aux vasopresseurs. Et cela peut arriver dans des situations de choc, d'hypoxie, d'acidose, comme on observe dans les états de choc. Et puis, il y a quelque chose d'un peu plus fin, et notamment sur la voie du NO, c'est qu'on a tendance à oublier que nos vaisseaux sanguins sont tapissés d'un petit gel, le glycocalix, qui est constitué des parasulfates, d'acide hyaluronique, ancrés sur l'endothélium, et que celui-ci va intervenir en tant que mécanotransducteur et activation de la voie de la NO constitutive. Et que donc il va intervenir ce glycocalix dans l'homéostasie du tonus vasomoteur par l'effet sur la voie du NO et sur la vasodilatation. Et en situation de stress et en situation d'agression, il peut être altéré et donc il peut majorer, du fait de son dysfonctionnement, la voie vasoconstrictrice. Alors, on parle du choc vasoplégique. Et finalement, je pense que c'est un peu l'erreur qu'on fait maintenant en réanimation, c'est-à-dire qu'on étudie des médicaments d'un choc vasoplégique qui en fait est la traduction d'une étiologie. Et pas une, mais des étiologies. Et ce choc, ça peut être dans le cadre d'une vasoplégie septique, ça peut être une vasoplégie d'une chirurgie majeure qu'on peut avoir par exemple dans les chirurgies de lambeaux qui durent longtemps, ou l'œsophage. Ça peut être après une chirurgie cardiaque, après une CEC, et ça peut être par un surdosage médicamenteux, typiquement la lidocaïne en OFA. Et donc, en fait, il faut comprendre quelle est l'étiologie derrière ce choc. Parce qu'on va le traiter, mais nos traitements qu'on a actuellement sont des traitements symptomatiques. Et quand on reprend l'exemple de la chirurgie cardiaque,
Sur cette synthèse, on voit que du fait de la chirurgie, avec l'exposition du sang, l'activation endothéliale, l'activation de la cascade inflammatoire, la perte de pulsatilité pendant la chirurgie, il va avoir une activation majeure de tous les systèmes, il va avoir une grosse inflammation, un CIRS, et ça va entraîner en fait une dérégulation du tonus vasomoteur, avec une augmentation de l'ANP, une augmentation de l'ANO inductive vasodilatatrice, une diminution de l'ANO constitutive, plus d'interleukines, de radicaux libres, donc ça va entraîner l'activation de la voie vasodilatatrice. Et en contrepartie, la régulation vasoconstrictrice va être altérée puisqu'il y a moins de calcium dans intracellulaire, il y a une hyperpolarisation membranaire avec le potassium. Et donc, au final, il y a un moment donné où ce déséquilibre va aboutir à une hypotension artérielle en rapport avec une altération de la charge artérielle. Qu'en est-il en pratique clinique? Dans ce papier qui a regardé en France, dans plusieurs centres, qu'est-ce qui se passe en chirurgie cardiaque, on voit que c'est quand même 60% des patients qui sont traités par un vasopresseur, ce qui paraît énorme, mais quand on regarde plus finement, elles ne sont pas des fortes posologies. Ce n'est pas les posologies que nous retrouvons dans les états de choc majeurs, bien que dans ce papier, il y ait des gens, et c'est plus souvent pour des durées de moins de 12 heures. Donc, ce qui laisse supposer que probablement on est plus souvent dans une utilisation, non pas sur de la vasopégie, mais sur de l'optimisation périopératoire. Mais, comme on voit, c'est que les patients qui quand même ont un traitement par un vasopresseur ont une prévalence plus élevée de dysfonction d'organes, essentiellement de l'insuffisance rénale, des troubles cognitifs et du décès. Donc, y a-t-il un lien à l'utilisation de ces vasopresseurs? Je ne sais pas. Alors, première question à se poser. Quel objectif de PAM? Tous au courant. J'aime bien cette méta-analyse de 2 études, mais bon, parce que finalement, elle a regardé les études randomisées qui se sont intéressées à la comparaison d'un niveau élevé de PM versus un niveau bas. Premier message, c'est que pas de différence sur la mortalité. D'accord? Et surtout, il n'y a pas de différence, même en prenant en compte l'antécédent du patient cardiovasculaire dans le cadre qui nous intéresse. Vous voyez, ils ont regardé les patients insuffisants cardiaques, pas de différence. Mais où ils voient apparaître une différence, c'est quand vous avez réanimé votre patient et qu'au-delà de 6 heures, vous maintenez toujours une PM élevée, il semble avoir une surmortalité. Est-ce qu'on n'est pas dans le surtraitement? Et donc, il y a cette étude qui est arrivée il y a quelques temps, mais qui est, à mon sens, intéressante. C'est une étude anglaise de mémoire qui s'est intéressée aux patients vasoplégiques âgés. Alors, 65 ans, c'est pas âgé, mais 65 ans, voilà. Et l'objectif de cette étude, c'était de randomiser ces patients qui étaient admis, traités, avec un groupe où on les traite normalement versus on va de l'hypotension permissive, c'est-à-dire les laisser à 60-65 mm de mercure. Chose qu'on ne voit pas forcément en pratique clinique. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, si on fixe un objectif de pression artérielle moins élevé, on diminue le temps total exposé au vasopresseur. Et on diminue de 30% la consommation totale de vasopresseurs. Mais ce qui nous intéresse plus, parce qu'on a peur de ça, c'est que finalement, sur la durée de ventilation, ça ne change rien. Sur la survenue d'une insuffisance rénale et de la dialyse, ça ne change rien. La durée de séjour n'est pas changée et la mortalité encore moins. Donc, ça soulève quand même une question, puisqu'on a toujours tendance à être dans le traitement par excès plutôt que ajusté. Alors, pour ça, je vais juste évoquer une chose, c'est un peu pas forcément simple. C'est qu'à mon sens, on regarde par une macro-hémodynamique et que la pression artérielle et le fait de la restaurer, notamment une PM, ne restaure pas systématiquement la perfusion tissulaire, et pour ça, on va aller voir ce qu'on appelle le vascular waterfall. Et ça, c'est une étude qui a été réalisée chez nous, où on a voulu regarder le vascular waterfall. Alors, c'est 30 patients, choc vasoplégique, post-chirurgie cardiaque, hypotendu, une TAS à peu près à 80 mm de mercure, sans noradrénaline. Vous avez l'état de base avec une pression artérielle moyenne à 60, à peu près un peu moins. On a calculé une pression capillaire critique, je vais venir sur l'explication, pression systémique moyenne et PVC. Donc, le vascular waterfall, c'est cet effet de chute d'eau, ce gradient de pression qui existe entre l'entrée du tissu, la pression à l'entrée du tissu, et la sortie.
il y a un gradient de pression qui fait que dans le tissu, finalement, la perfusion tissulaire, elle est indépendante du débit à l'entrée du tissu. C'est un peu compliqué à comprendre, mais ce qui fait que quand on tousse, on ne fait pas de syncope. Et il est dépendant, ce débit, c'est pareil, il y a un effet d'autorégulation avec une phase dépendante, indépendante en fonction du degré de pression. Et donc, qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé ce que faisait la noradrénaline sur ce vascular waterfall, cette chute, chez ces patients. Donc, ils sont hypotendus, on met de la noradrénaline, des posologies autour de 0,12 gamma km, ce qu'on voit dans la chirurgie cardiaque. Alors, première chose, c'est que quand ils sont hypotendus, on n'a pas observé de waterfall. En fait, il n'y avait pas de gradient élevé, on est sur un gradient faible, voire avec cette méthode, on a observé des gradients négatifs, chose qui a été décrite dans la littérature. Mais on ne le restaure pas chez tout le monde avec la noradrénaline. La pression artérielle moyenne, elle était la même chez tout le monde, après, à peu près à 80-85 mm de mercure, mais seulement 2/3 des patients ont récupéré un waterfall. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ceux qui ont récupéré un waterfall, c'est ceux qui ont eu une amélioration du temps de recoloration cutanée, du gap CO2, et quand on regarde, ils ont une variation de débit cardiaque avec l'introduction de la noradrénaline qui est plus importante. Ils ont une augmentation significative. Ceux qui ne l'ont pas restauré, c'est 1/3 des patients, on est content. Mais finalement, quand on regarde bien, le temps de recoloration cutanée, il n'a pas bougé, il a peut-être même un peu augmenté, et le gap CO2 s'est élargi. Mais donc, peut-être que chez eux, c'est de l'étude physiologique, on a fait moins bien que mieux. Et donc, c'est un peu le message, c'est que nous, on regarde des chiffres globaux, mais peut-être qu'il faut probablement aller individualiser. Il y a des choses simples, comme le temps de recoloration cutanée. Voilà. Donc maintenant, traiter. Traiter, c'est effectivement agir sur ces mécanismes de régulation au niveau du tonus par l'intermédiaire des vasopresseurs. La question étant de savoir quel vasopresseur utiliser, puisque nous disposons de vasopresseurs catécholaminergiques, non catécholaminergiques, avec des effets purs, des effets mixtes, et des médicaments qui vont agir sur la voie du NO. On va commencer par le premier. Je pense que c'est une des études qui a fait que maintenant, on utilise la noradrénaline et pas la dopamine. Cette étude avait comparé sur la mortalité noradré versus dopamine. On voit bien qu'il n'y a pas de différence en termes de mortalité chez des patients en choc. Mais, comme c'était tout patient choqué, on a regardé en fonction du type de choc. Et il semble que quand même les patients avec une consonance cardiovasculaire avaient un intérêt clinique à avoir de la noradré parce qu'il y avait moins de troubles du rythme. Et que la noradrénaline, au final, crée des troubles du rythme et augmentait la mortalité chez les patients en choc cardiogénique. En tout cas, avec une consonance cardiovasculaire. Récemment, ça a été publié en chirurgie cardiaque. C'est une équipe coréenne qui finalement publie des résultats d'une analyse intermédiaire, puisqu'effectivement, ils ont dû s'arrêter, parce que quand ils comparent dans le post-opératoire de chirurgie cardiaque, dopamine versus noradrénaline, c'est pas énorme, 50-50, vous voyez, vous passez de 6 à 30% d'arythmie, ce qui est énorme. Et surtout, en fait, la dopamine ne traite pas, vous êtes obligé d'ajouter d'autres vasopresseurs, d'autres médicaments. Donc la dopamine, je pense, reste une option du passé. L'adrénaline est une question intéressante parce que finalement, on en a tous peur, on entend des choses positives, négatives. Une méta-analyse qui vient nous dire qu'au final, quand on compare l'adrénaline versus noradrénaline, effectivement, il n'y a pas de différence en termes de mortalité dans le choc. C'est tout choc. D'accord ? Effectivement, avec de l'adrénaline, du fait de l'activation métabolique, les lactates sont un peu plus élevés. On le connaît tous depuis les travaux de Bruno Levy, et ils sont un peu plus rapides. Mais il n'y a pas de différence sur le reste. Donc ce n'est pas la molécule de première intention, mais je ne pense pas qu'il faille la jeter du tiroir. Maintenant, la vasopressine. Et donc, on va voir, puisque nous sommes dans un milieu plutôt cardiovasculaire, chez le patient cardiovasculaire, il y a cette étude brésilienne qui a été réalisée et qui compare vasopressine versus noradrénaline avec un critère de jugement qui est un critère qui était combiné et qui finalement avait inclus la mortalité et l'insuffisance rénale. Ils ont inclus plus de 300 patients et vous voyez que
Sur ce critère de jugement, il y a un effet favorable de la vasopressine avec une diminution drastique de l'événement, essentiellement de l'insuffisance rénale. Sur les critères secondaires, il y avait aussi, puisque la vasopressine est un vasoconstricteur non catécholaminergique, moins de troubles du rythme de type F1. Et donc cette étude a soulevé l'intérêt de la vasopressine dans une population périopératoire de chirurgie cardiaque. Maintenant qu'on va un peu plus loin chez les patients en choc cardiogénique, le problème c'est qu'il n'y a pas de données franches dans la littérature, c'est plutôt animal. Ça c'est l'avis, c'est une étude rétrospective réalisée à Dijon sur 100 patients en choc cardiogénique, alors 60% ont une ECMO, c'était du SKI-DE, et on a introduit de la vasopressine, puisqu'on est sur un choc cardiogénique et vasoplégique réfractaire, dans les à peu près 4 heures, d'accord, de l'introduction de la noradrénaline. Dose à 0,03 unités minutes moyenne. Et finalement, c'est un peu ce qu'on observe en pratique, et ça, après, j'aimerais bien en discuter, c'est qu'on a regardé ceux qui allaient vivre de ceux qui allaient décéder. Et quand vous regardez juste sur la gauche, la dose de noradré, elle n'est pas différente entre les deux. Dans le temps, introduction 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais par contre, elle baisse. Et ce qu'on a observé, c'est que finalement, ce qu'on voyait de différent, c'était la réponse macro-hémodynamique de la pression artérielle chez les vivants à partir de la 4e heure qui s'élevait de manière significative et qui restait plus élevée. Et on peut en discuter, mais pour la vasopressine, contrairement peut-être au catécholaminergique, c'est vrai que la réponse du patient en termes hémodynamiques est moins prédictible. Et qu'il faut probablement se donner le temps. Il y a des études dans le choc septique qui montrent à peu près la même chose, c'est qu'il y a un délai, en fait. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose, c'est pas parce que vous l'avez mis qu'il ne répond pas tout de suite qu'il faut l'arrêter. Je pense qu'il faut se laisser le temps de voir. Est-ce qu'il faut le mettre précocement, puisque c'est une question? Est-ce que c'est vasopresseur non catécholaminergique? C'est quand même une réponse qu'on a déjà dans la littérature, notamment dans le choc septique chez le patient à risque rénal. Il y a eu cette étude réalisée qui a comparé la vasopressine versus la noradrénaline. Vous voyez un délai d'inclusion de 3 heures, ce qui reste, à mon sens, 3 heures à partir du choc, correct. Voilà. Et vous voyez, donc, quand on regarde la dose totale de noradrénaline, puisqu'à un moment donné, il y a la noradrénaline en ouvert dans le groupe qui était traité par vasopressine, vous diminuez de manière drastique la dose totale reçue de noradrénaline. Donc, effectivement, quand on met de la vasopressine précocement, on a moins de noradrénaline au total, parce qu'il y en a qui ne vont pas en avoir, et ceux qui en ont, ils en ont moins. Et dans cette étude, il n'y avait pas d'impact sur la fonction rénale, contrairement aux études réalisées dans un milieu cardiovasculaire, mais dans le choc septique, il n'y a pas de syndrome cardio-rénal, contrairement aux patients cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'il en est du bleu de méthylène? Cette étude ancienne, qui l'avait un peu relancée, et qui montre que quand on s'intéresse à des patients de chirurgie cardiaque avec un choc vasoplégique, on va randomiser en faisant 1,5 mg/kg en bolus de bleu de méthylène. C'est là, d'accord? Le bleu de méthylène permet de diminuer à 3, 6, 12, 24 heures le nombre de patients traités par vasopresseur. Donc il y a un effet, effectivement, sur la voie du NO. Et c'est accessoire, je pense que c'est une vieille étude. Ça diminuait, il y avait moins de morts, moins d'insuffisance rénale. Voilà, avec le faible effectif, je pense que c'est pas le message à garder. Mais c'est que ça marche. Et notamment dans le choc septique aussi, récemment, ça a été démontré. Une chose à laquelle on ne pense pas, en tout cas ce que je vois rarement fait, mais l'hydrocortisone, on en a partout, c'est simple. Et c'est systématique. Dernière méta-analyse sortie par Perracho dans le New England Online, là, Evidence. Ils reprennent toutes les études randomisées, ils ont comparé, et ce qu'ils montrent, c'est qu'effectivement, la seule chose qui sort, c'est que ça diminue le temps d'exposition au vasopresseur. Et deuxième message, je pense, qui est important, parce qu'on a peur des corticoïdes, c'est qu'eux, ils n'arrivent pas à observer de manière significative une surinfection, des problèmes de ce style. La seule chose qui sort, c'est la glycémie. Donc, on pratique le traitement médical, le choc vasoplégique. On va dire que la noradrénaline, c'est en première intention, ça reste. J'ai mis à peu près, posologie, j'ai pas mis de dose maximale. La vasopressine, entre 0,01 et 0,06 unités, sachant qu'on est plutôt à 0,03, 0,04. L'hydrocortisone, je pense, il ne faut pas l'oublier. Et le bleu de méthylène en RSQ.
Alors, si on parle de choc vasoplégique, comme je vous l'ai dit, et ça c'est un peu... Il faut sortir un peu de ce spectre. Je mets un médicament, je remonte la tension. Il y a probablement la façon dont je mets le médicament et la façon dont j'analyse les effets du médicament sur le système cardiovasculaire. Et pour moi, je pense qu'il y a quand même quelques données dans la littérature qui ont montré qu'il y a des indices, alors c'est un peu particulier, c'est l'élastance artérielle dynamique. C'est un indice qui est le rapport de la variation respiratoire de la pression pulsée sur la variation respiratoire de volume d'éjection systolique. C'est-à-dire qu'il faut monitorer le patient. Mais ce rapport donne une information permanente entre une pression et un volume. Donc c'est un indice qui va vous informer de la bonne balance entre le débit et la pression. 5 minutes, j'avance alors. Il y a une étude randomisée qui a été faite en fonction de cet indice. En utilisant cet indice, vous diminuez par 2 le temps d'exposition du patient. Mais surtout, vous diminuez l'insuffisance rénale. Et vous diminuez l'insuffisance rénale, essentiellement l'insuffisance rénale KDIGO 1. Donc, la façon dont je gère mon traitement va avoir un impact clinique. Dernier message, je pense qu'il ne faut pas oublier le remplissage et l'expansion volumique. C'est un modèle de choc septique animal. Ils ont comparé une ressuscitation que par vasopresseur versus je remplis plus des vasopresseurs. Vous regardez, il est bien réanimé, mais les patients qui ont du remplissage et des vasopresseurs, au final, ils ont plus de vasopresseurs. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le remplissage va augmenter la sécrétion d'ANP qui va aller altérer le glycocalyx. Et quand on regarde en pratique clinique, et ça, personne ne fait attention, le traitement du choc vasoplégique, ce n'est pas le remplissage, c'est un vasoconstricteur, souvent rempli. Cette surcharge volémique va venir altérer votre glycocalyx qui va mettre à nul l'endothélium qui va être activé. Et là, vous avez une activation endothéliale qui est peut-être déjà préexistante, mais qui va être majorée. Vous allez avoir une fuite capillaire et une dérégulation du tonus vasomoteur. Les mots d'absorption, je passe vite. Cytosorbe, belle étude, on oublie. Que nous disent les experts? Les experts, ils nous disent qu'il faut utiliser un vasopresseur, que c'est la noradrénaline ou la vasopressine, et le bleu de méthylène seulement en rescue. Et si on n'arrive pas, il faut mettre un deuxième vasopresseur. Finalement, si c'est la nora, on ajoute la vaso, si c'est la vaso, on ajoute la nora. Mais il n'y a pas des évidences suffisantes pour faire des recommandations spécifiques sur quelle dose, à quel moment et lesquelles utiliser. Au final, je pense que c'est ce qu'il faut garder en tête. Sortir du spectre du vasopresseur, ce n'est pas que le vasopresseur, c'est un symptôme, un syndrome d'une maladie. Et en fait, il y a plein de choses. C'est une analyse dynamique et vous devez, et on doit prendre en compte effectivement les vasopresseurs, la façon dont on les administre, l'effet du vasopresseur sur le système cardiovasculaire, sur la fonction, sur le couplage, et quel objectif on va se fixer. Donc il faut l'évaluer et le suivre, le patient. Et le jour où on sortira dans les études du spectre purement tel vasopresseur versus tel vasopresseur pour une PM à 65, peut-être qu'on aura des choses intéressantes. Je me permets, c'est le concept RAW, développé par le docteur Nguyen. Il y a eu le concept ROSE, alors on essaie de développer ce concept, c'est-à-dire que finalement, ce qui tue, c'est l'hypotension au départ, donc on met de la noradrénaline rapidement, juste pour une PM au moins à 60. C'est se donner le temps de. Si vous êtes à 0,15, 0,20 gamma kilo, vous ajoutez de l'hydrocortisone, ça ne mange pas de pain, ça marche, la vasopressine, et le bleu de méthylène, vous le regardez en rescue. Il faut individualiser les objectifs de PAM une fois que vous l'avez stabilisé. Et pour ça, il faut aller plus finement sur des choix de protocole. Il faut sortir de la pression brute du scope. Et donc, est-ce qu'il faut intégrer, moi j'aime bien le temps de recoloration cutanée, le gap CO2, j'aime beaucoup le couplage ventriculo-artériel et l'élastance artérielle dynamique, mais c'est un peu peut-être, mais temps de recoloration cutanée, c'est top. Si en augmentant la tension, vous ne le restaurez pas, vous l'altérez, peut-être que vous avez aussi altéré le débit. Et une fois qu'ils sont stables, que les lactates baissent, qu'ils s'améliorent, il ne faut pas attendre que la tension soit à 14 pour baisser. Il faut anticiper et aller plus vite, parce qu'en sevrant plus rapidement un patient cardiovasculaire, vous diminuez le stress vasopresseur, vous améliorez la perfusion et vous diminuez l'insuffisance rénale. Et juste, je finis, c'est ça que je veux vous montrer. Ça, c'est un patient qui est en choc cardiogénique, 0,27 gamma kilo minute, 12,5 d'obus. Juste regardez le volume d'éjection systolique, 43. Il y a 12,5 de tension. C'est ce que j'observe dans mon service. D'accord? J'arrive, j'ai une fâcheuse tendance à toucher les seringues quand je rentre dans la chambre pour baisser la noradré. Donc ils entendent la tension chute, je reviens, le volume d'éjection systolique il est passé de 43 à 60.
j'ai diminué le stress vasopresseur imposé sur la charge artérielle. Comme c'est un cœur sensible et on travaille avec des cœurs qui ont une certaine sensibilité, il en est vraiment dépendant. J'ai amélioré le couplage. Et petite dernière, on voudrait déposer un PHRC national sur la vasopressine précoce dans le choc vasoplégique. Donc c'est le docteur Nguyen avec un Winratu en principal. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis son adresse parce qu'on cherche des gens. C'est pour les futures lettres d'intention, donc j'en profite. L'idée, c'est le choc vasoplégique et après, il y aura une stratification en fonction du type. Mais c'est précoce. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Donc, sois gentil la prochaine fois quand tu parles de personnes âgées. Mets le seuil à 75 ans, s'il te plaît, je préférerais. Et puis, je vais te donner une autre photo de moi parce qu'elle est vraiment affreuse. Celle que tu as montrée, je ne supporte pas. Mais c'est celle de la sphère, non ? Une photo. Il y en a d'autres. Donc pour lancer la discussion, et puis je suis sûr que vous avez des questions, tu nous as montré donc effectivement les recommandations des experts européens sur l'utilisation des vasopresseurs en chirurgie cardiaque, et Philippe Godard et moi-même donc représentions la France. Tu nous as pas du tout parlé de la dernière version des recommandations de la Surviving Sepsis Campaign. Or, tu as parlé du choc septique. Est-ce que tu peux nous en dire quand même un mot sur le positionnement de la noradré, de la vasopressine et aussi de la terlipressine dont tu n'as pas du tout parlé? Alors, il le repositionne en fait. La vasopressine, elle est repositionnée un peu dans le choc septique. Alors que c'est là où on a le plus de données et que finalement, sur la mortalité, je vais être honnête, il n'y a pas d'effet, d'impact, en tout cas dans les études qu'on a. Mortalité et insuffisance rénale. Donc effectivement, j'avais centré l'exposé plutôt sur le patient cardiovasculaire et j'avais un peu mis de côté le sepsis. Mais dans les derniers, ils le remettent, ils le recommandent. Absolument. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que ce concept-là reste valable. Donc c'est un catécholaminergique, la noradré en première intention. Maintenant, à partir de quel moment on ajoute le deuxième, c'est un sujet de débat actuellement, parce qu'on dit on l'a pas fait assez précoce, on le fait précoce, mais quand on regarde la littérature, bon, il y a des études comme dans les 3 heures, ils ont eu de la vasopressine. Voilà. Après, vous, en tant qu'expert, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quelle est votre critique votre regard par rapport à ce que disent les experts du choc septique? Est-ce que tu peux dire un mot sur la place de la terlipressine qu'on a utilisée en France ces dernières années parce qu'on n'avait pas la vasopressine? Non, la vasopressine, non, je pense qu'il faut faire la vasopressine. On est d'accord. Hein, c'est pas la terli, c'est la vaso. La terli, vous maîtrisez rien du tout. Tout le monde est d'accord avec ça, hein, et d'autant plus que les dernières recommandations et de la Surviving Sepsis Campaign et dans les chocs vasoplégiques post-CEC se positionnent au minimum, sont neutres, voire plutôt en défaveur de l'utilisation de la terlipressine en lieu et place de la vasopressine. Donc moi je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut maintenant, je crois, l'oublier, maintenant qu'on a la vasopressine. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, avec un micro, merci. Oui, bonjour, merci pour ce diaporama très intéressant. Concernant la dose d'hydrocortisone, quelle dose et quelle durée? Parce que dans les papiers sur le choc septique, c'est pas toujours... Enfin, l'hydrocortisone n'est pas mis initialement que pour l'atteinte hémodynamique, mais à viser d'immunomodulation. Donc est-ce que ça vaut le coup de faire les mêmes protocoles en post-op de chirurgie cardiaque? Parce que finalement, si on se dit que c'est pour contrôler la tension, dès que la tension et la noradré sont arrêtées, on pourra arrêter les corticoïdes et pas forcément les continuer 4-5 jours. Oui, alors il y a 2 choses que je n'ai pas dit sur les doses. Alors nous, on fait 50 x 4, 200 par jour. Bon, c'est parce qu'on a tiré ça du choc septique, il n'y a pas grand-chose sur la dose. Ça n'a pas été très étudié dans le cardiovasculaire. Là, il y a une étude de l'hydrocortisone dans le choc cardiogénique, je crois, qui est en cours. En pratique, moi, je vous dis ce qu'on fait. On la met quand on a des posturgélies vie et on l'arrête quand ils n'ont plus de vasopresseur. Et à ce moment-là, ils ont la vasopressine, la noradré. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on arrête d'abord la noradré avant la vasopressine parce qu'il semblerait qu'il y ait moins d'effets rebonds et d'hypotension. Voilà. Donc on l'arrête le jour où il n'y a plus de noradré. Voilà. Après, des fois, c'est 2-3 jours. Des fois, je vois qu'il l'a pendant 10 jours. Mais c'est pareil, on va pas rentrer dans le débat, mais si votre patient a une durée longue d'exposition au vasopresseur, c'est qu'il y a aussi d'autres choses, il faut comprendre la cause. Il faut bien comprendre, je pense, pour moi le message important, c'est que le choc vasoplégique, c'est un syndrome
de quelque chose, il traduit quelque chose. C'est comme l'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale aiguë, il y a une étiologie à l'insuffisance rénale aiguë. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut considérer. Quand on a un patient chez qui on n'arrive pas à sevrer, il faut essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Godard. Merci Pierre Grégoire, super présentation et super synthèse. Je voulais savoir si ton opinion, si on a des connaissances là-dessus sur l'effet de la vasopressine propre sur la perméabilité vasculaire et l'effet sur le glycocalyx, ou est-ce que on a des fois l'impression qu'on réduit les besoins de remplissage effectivement chez nos malades. On inverse un peu la balance hydrique sous vasopressine. Alors, est-ce que c'est un effet secondaire de la réduction du remplissage ou est-ce que c'est un effet propre? Je l'ai enlevé la diapo, j'avais mise au départ. Je crois qu'il y a un papier de Montpellier qui est sorti il n'y a pas longtemps, expérimental, là-dessus, avec la vasopressine. Et avant, il y a un autre papier expérimental de l'équipe de Nancy, de Bruno Lévy, qui est sorti dans le choc cardiogénique. Je l'avais mis, mais je l'ai enlevé parce que je m'étais dit, effectivement, c'était un peu long. Et je voulais le montrer parce que justement, il y avait cette question, ce lien qui est très important que je vois en pratique clinique, c'est que la seule réponse qu'est le clinicien, c'est remplir. Et dans le choc vasoplégique, c'est bien une altération du tonus vasomoteur, peut être associé une fuite capillaire, il peut avoir des problèmes de volémie. Et moi, ce que je dois faire, c'est remplir pour sevrer. C'est, à mon sens, on a publié dessus, ça ne marche pas. On altère le glycocalyx et effectivement, la vasopressine, donc pour revenir dans le choc cardiogénique assisté par ECMO sur un modèle de ligature du tronc commun, voilà, il y a moins de remplissage dès le départ, quand on la met dès le départ, d'accord, par rapport à la noradrée. Et il me semble que vous avez montré moins d'altération de l'endothélium, non? Et bah alors, j'ai pensé que c'était vous, mais il n'y a pas longtemps, il y a un papier qui est sorti là-dessus où effectivement c'est un modèle animal et il y aurait une préservation de meilleure qualité. C'était différent, c'était sur le travail qu'on avait fait, c'était sur l'infarctus et le choc cardiogénique, et c'était pas du tout l'objet d'étudier la perméabilité vasculaire en fait. Donc on avait par contre des altérations plus importantes de la fonction cardiaque, mais avec peut-être des cibles qui étaient trop élevées en dose. Quoi, voilà. Nous, c'est ce qu'on s'interroge sur celui-là, puisque grosso modo, on a une mortalité qui est à 85%. C'est que probablement, chez le patient cardiovasculaire, monitorer la fonction cardiaque et le débit. Et c'est aussi avec la noradrée. C'est-à-dire que c'est ça, quoi. C'est-à-dire, je pense que il faut sortir du chiffre magique de PM, puisque de toute façon, on n'arrive pas à en trouver un. Et il faut aller sur peut-être le temps de recoloration cutanée. Il y a des gens qui travaillent sur l'automatisation de cette mesure, qui est simple. Clinique, on revient à la clinique, le gap CO2, et puis là, ça va nous permettre d'individualiser. Mais oui, la vasopressine sur l'intégrité. Alors, moi, on verra, on mène une étude, vasopressine versus noradrée en double aveugle, multicentrique. Donc, on verra sur le remplissage. Est-ce que tu penses, Pierre, qu'il peut y avoir une indication privilégiée de la vasopressine dans les chocs vasoplégiques avec dysfonction droite ? Ah, la fameuse question sur le couplage ventriculo-artériel et l'artériel pulmonaire. Bah, je l'utilise. Maintenant, quand on regarde la littérature, alors, avec monitorage, parce qu'effectivement, moi, on va dire que la vasopressine fait peur. Je vais être honnête, je ne sais pas qui l'utilise, mais moi, je peux vous dire qu'elle fait peur parce que la NSM, elle a peur. Qui utilise la vasopressine en routine maintenant ? Bon, ils n'ont pas peur. Tu peux causer. Est-ce que vous trouvez que ça marche on-off? C'est une question. Ouais. Mais là, nous, on a regardé parce qu'on l'utilise et donc on a regardé tout ce qu'on a fait. Donc, mais c'est pour savoir. Moi, je suis content de partager puisque finalement tout le monde l'utilise maintenant. Vous parliez d'un délai. Combien de temps concrètement vous attendez avant d'augmenter de palier la vasopressine? Surtout selon le labo, il n'y a que 3 paliers, enfin 2 paliers. Bah non, on va jusqu'à... Bouchez-vous vous pouvez vous boucher les oreilles. On monte vite dans les tours, quoi. J'ai failli vous mettre un papier des Chinois qui font un bolus d'une unité pour définir répondeur, non-répondeur. Et c'est une étude rétrospective qui est dans Frontiers. Et en fait, ils arrivent... c'est rétrospectif, tous les billets, machin, mais eux, ce qu'ils font, c'est un bolus d'une unité. Et comme ça, ils arrivent à voir qui répond et répond pas et qui ils vont traiter.
Voilà, ça c'est dit. Moi, j'ai pas eu la réponse à ma question, donc on a profité qu'on a un pharmacien là, expert. Est-ce qu'il y a des récepteurs V1 à la vasopressine dans les artères pulmonaires? Il n'y en a pas. Mais Donc je te repose la question, est-ce je qu'il lui- peut y avoir un Il y intérêt a pas de démonstration. privilégié Je le dans fais. la défaillance droite? Je le fais dans les chocs cardiogéniques droits, on a une unité d'insuffisance cardiaque aiguë, on le fait. Mais je monitore et on fait, on fait Milrinone vaso. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Voilà. Tu aimes beaucoup la physiologie, ça on le sait bien, donc j'en ai encore une petite pour toi. Moi c'est simple, c'est juste les tubes. Hein. Tu sais qu'on a des données qui ont montré qu'il y avait quelque chose de physiopathologique à utiliser la vasopressine dans le choc septique, puisqu'il y a un déficit relatif en vasopressine. Est-ce qu'à ta connaissance, on a aussi ces données dans le choc vasoplégique post-opératoire cardiaque? Elle les avait faites, Ajar, ces données, donc c'est pareil. Mais alors, après, je veux bien en discuter avec vous, mais le déficit qu'on a et les doses qu'on administre, elles sont vraiment faibles par rapport au déficit. Il me semblait que le déficit était bien majeur, plus majeur que les doses que nous et ce qu'on administrait. Je me demandais si c'était pas insuffisant. Micro. Oui, on avait étudié ça effectivement sur les patients avec des dosages préopératoires de copeptine, qui est un biomarqueur de la sécrétion de vasopressine, que ceux qui étaient surstimulés avec de leur système vasopressinergique en préopératoire, ils avaient une propension à faire plus de choc vasoplégique post-opératoire, comme s'ils avaient déjà épuisé un petit peu leur récepteur V1. Et donc, effectivement, c'est la chose qu'on a trouvée, hein, c'est que ces malades-là, alors visiblement, il y a aussi des données dans le choc cardiogénique post-infarctus, hein, sur un effet secondaire. Au départ, il y a un boost de vasopressine endogène, hein, et après, il y a un déficit relatif qui s'installe. Voilà, et juste, je rebondis. On va chez nous jusqu'à 0,06 unités minutes. On commence à 0,003, 0,04 et on se donne du temps effectivement. Alors après, ceux qui partent, comme je vous ai montré là avec la mortalité extrême, c'est des gravissimes qui de toute façon ont une mortalité, ils sont dépassés et au final vous faites du bleu de méthylène, de l'hydroxychloroquine. Vous faites des grosses doses donc, hein. Plutôt des grosses doses. Et puis là dans le protocole on va jusqu'à 0,06. Oui, jusqu'à 0,06, donc plus vraiment le maximum. Olivier, tu voulais dire quelque chose, non? Ajouter quelque chose? Non? Oui, Philippe, justement, puisqu'il y a le micro. Philippe, tu peux aussi nous rappeler donc, la position des experts européens sur le choc vasoplégique post-opératoire vis-à-vis du bleu de méthylène dont Pierre a parlé? Oui, alors de mémoire, le bleu de méthylène n'était pas positionné était vraiment en rescue, était vraiment pas positionné en première ligne, avec des réserves effectivement sur ce qui pouvait se passer derrière en termes de fonction mitochondriale et autres. Donc voilà, il y a une possibilité, ça reste, mais c'est vraiment mis en dernière ligne, comme l'a rappelé Pierre Grégoire dans son schéma. Moi, j'ai une dernière question. Comment on explique le fait qu'il y ait des répondeurs et des non-répondeurs? Je sais pas, mais moi je veux bien en discuter, mais moi je sais pas, tout le monde l'utilise, mais moi j'ai des gens où c'est fabuleux. Alors franchement, je mets une toute petite dose de vaso, j'ai plus de Nora, j'ai plus rien, nickel, paf, paf, paf. Et il y en a, j'ai l'impression que... Et donc maintenant, effectivement, nous ce qu'on fait, je me donne 6 heures. Si je vois qu'au bout de 6 heures, on n'a pas d'effet, j'ai pas diminué, il s'améliore pas, j'arrête. Le dernier en date, c'était un gros choc cardiogénique et septique avec une ECMO. Il s'est rien passé. Hein. Est-ce qu'il y a, Olivier, une désensibilisation des récepteurs V1 à la vasopressine au fil des heures lorsqu'on utilise la vasopressine? Il y a effectivement quelques données, c'est beaucoup plus développé sur le V2, la désensibilisation sur le V2, mais sur le V1, il y a quelques données. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi des patients qui sont tellement inondés en NO qu'on a beau mettre des tombereaux de vasopressine, ça ne répond pas. Mais les répondeurs, non-répondeurs, c'est très bien décrit, ça commence à être bien décrit dans le choc septique, avec des définitions, c'est baisser, alors c'est un peu variable, mais c'est à peu près 4 à 6 heures, baisser la noradrée et maintenir ou augmenter la PAM. Mais c'est vrai que l'angiotensine donne quelques réponses. Il y a certains papiers qui montrent que l'angiotensine répond donc chez ces non-répondeurs vasopressine, et il y a l'inverse.
Mais pour l'instant, ça c'est en chirurgie cardiaque ou C'est du choc cardiogénique. Il y a du médical et du post-op choc cardiaque. Mais ce qui nous intéressait, c'est de pas avoir... Tu l'aimes bien cette étude-là, hein? Non, mais je trouve que c'est parlant. En fait, C'est pas la sienne? C'est la sienne? Oui, c'est à moi. Il y a un côté d'égo, quoi, quand même, s'il vous plaît. Non, mais en fait, mais c'est bien de pouvoir partager, parce que moi, je vois, il y a des répondants dans répondeurs, c'est bien décrit. Quand on essaie de chercher nous, on a voulu chercher aussi les facteurs. Ouais, on te dit, plus ils sont acides et moins ils répondent. Merci. Ça va pas me servir à quelque chose. Et en fait, au final, quand on voit la littérature, c'est rétrospectif, c'est beaucoup le choc septique. Le cardiovasculaire, il n'y a pas grand-chose. Quand vous regardez le choc cardiogénique, je parle hors modèle expérimental animal dans l'humain, il n'y a rien. Et il y a un abstract que vous voyez courir et qui dit c'est pas bien. Mais on n'en sait pas plus. Et c'est vrai, alors après, il y a les bases Mimic 4, et les Américains, ils devraient en sortir, voir. Et nous, on a regardé, on s'est dit, c'est celui qui, pour nous, le répondeur, c'est pas tant la pression, parce qu'au final, la pression, je pense que on regarde pas forcément la bonne chose. Bon, c'est ceux qui s'en sortent vivants. Alors, il nous reste juste 2 minutes, donc moi j'aimerais bien qu'on échange un tout petit peu, parce que les recommandations nous proposent une stratégie d'implémentation, la noradrénaline, la vasopressine, en rescue le bleu de méthylène, pas oublier de penser aux glucocorticoïdes effectivement lorsque c'est pertinent, on oublie la terlipressine. Mais sur la désescalade, lorsque les malades s'améliorent, qu'est-ce que toi, comment tu vois les choses et est-ce qu'il y a des arguments dans la littérature pour justifier l'arrêt en premier de l'un ou de l'autre ou simultané Alors, dans la séquence, quand vous êtes sur du plurivasopresseur, c'est toujours pareil, on est sur du rétrospectif, observationnel, il semblerait que machin, voilà, il n'y a pas de truc dur. Et moi, j'insiste vraiment sur, en fait, il faut sortir de la PM et aller analyser comment se comporte ce système dynamique. Et j'en reviens, parce que c'est un truc que je défends depuis des années. Ça, c'est simple, vous diminuez par 2 le temps et au final, vous mettez moins de stress. Ça a confirmé. Il faut une validité externe. Et ça, c'est ce que vous observez. En fait, on surtraite. Et nous, nos patients, ils ont toute une susceptibilité cardiaque. Et j'ai le sentiment, et c'est ce qu'a traduit cette étude et où j'étais assez surpris, que alors mes pères et mes aînés vont s'en retourner dans leur tombe, parce que j'étais devenu très Nora. Mais je pense qu'on est tombé dans trop de pression et on a oublié que la perfusion tissulaire, il fallait quand même un débit de sang. Et je pense qu'on utilise peut-être un peu trop et à mauvais escient, parce qu'on regarde, en fait, on ne monitore pas, donc on la met, on est contente, 80 de PAM, insuffisance rénale. Alors que moi, mes pères, quand j'étais jeune, je ne suis pas vieux, mais m'ont toujours dit... Attention avec ça, hein. Ils m'ont toujours dit, même en CEC, non, mais c'est d'abord du débit avant de la pression. Et c'est pour ça que je pense aussi dans le choc septique, c'est des hyperdébits, donc on n'a pas les mêmes problématiques avec la vasopressine, ils n'ont pas de problème de débit, l'insuffisance rénale, il n'y aura pas d'impact parce qu'il n'y a pas de problème de débit, et voilà. Donc c'est ma réponse. Bien, mais je crois qu'on s'arrête là. Merci.